Crew, confirm you are go for launch. Crew is go for launch. Bienvenue dans The Cockpit by IPSA, le podcast qui explore l'avenir de l'aéronautique et du spatial à travers les voix de celles et ceux qui le façonnent. Je suis Anne-Ségolène Abscheit, directrice générale de l'IPSA, la grande école d'ingénieurs en aéronautique et spatiale, et dans chaque épisode, j'accueille à bord des dirigeants, ingénieurs, pilotes, chercheurs et pionniers pour comprendre les innovations, les défis et les ambitions qui redessinent notre ciel et notre espace. 3, 2, 1. All engine running and liftoff. We have a liftoff. Bonjour à nos auditeurs et bienvenue dans The Cockpit by IPSA, le premier podcast aéro et spatial en direct d'une école d'ingénieurs du secteur. Je suis Anne-Ségolène Abscheit, directrice de l'IPSA, une école d'ingénieurs qui propose des formations sur 3 campus à Paris, Toulouse et Lyon. Dans The Cockpit, nous accueillerons à bord une personnalité clé de l'aéronautique ou du spatial, dirigeant d'entreprise, expert, étudiant passionné. L'ambition est de faire rêver en parlant avions, satellites, drones ou fusées, tout en répondant aux questions qui animent le secteur. Aujourd'hui, nous accueillons un invité exceptionnel, le général Frédéric Parisot, le meilleur ambassadeur du secteur aéronautique et spatial français, actuellement délégué général du GIFAS. Général, bonjour et bienvenue à bord. Bonjour. Alors, en introduction de ce podcast, nous avons une petite checklist à balayer pour pouvoir décoller vers notre thématique dans les meilleures conditions. Alors, tout d'abord, commençons par rappeler ce que c'est que le GIFAS, parce que peut-être que nos éditeurs ne connaissent pas ce groupement. Eh bien, écoutez, le GIFAS, c'est le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial. Donc, nous rassemblons en fait l'essentiel de la supply chain française, des donneurs d'ordre jusqu'aux PME, mais aussi des startups, j'y reviendrai, qui permettent d'avoir aujourd'hui, pour le moment, l'industrie aéronautique qui est au meilleur niveau mondial, quoi. Et donc, on est un groupement professionnel et on a été créé en 1908. Donc, notre premier président était Louis Blériot, donc j'espère que ce sont des noms qui parlent à nos auditeurs. Et déjà à l'époque, alors que l'aviation était quand même quelque chose de tout à fait récent et naissant, il s'était dit qu'on serait plus fort ensemble. Et donc, 1908, cette chambre syndicale en fait est créée, et puis en 1909 a lieu le premier salon aéronautique. Alors aujourd'hui on l'appelle salon du Bourget, et en fait ça s'appelait le salon de la locomotion aérienne qui avait lieu au Grand Palais. Et donc le GIFAS c'est 525 entreprises aujourd'hui qui vont des grands donneurs d'ordre Dassault, Airbus, Thales, Safran, MBDA, donc on les connaît, ces grands noms, mais également quasiment toute leur supply chain qui permet en fait collectivement d'avoir une vision commune de certains sujets et donc de progresser ensemble. Et en fait, toute la base du GIFAS, c'est ça, c'est de faire en sorte que les PME, les ETI puissent bien fonctionner pour que les donneurs d'ordre puissent livrer les avions, fusées, missiles, satellites en temps et en heure. Et donc mon rôle, moi, je suis délégué général du GIFAS. J'ai un conseil d'administration dans lequel on retrouve les noms que je viens de vous donner, mais également des PME et des ETI. Et ils me donnent des directives et moi, je les mets en œuvre avec une équipe de 45 personnes qui se trouve situé dans le 16e arrondissement, au-dessus de l'Aéroclub de France, et qui permet de faire progresser ensemble. On a tout un tas de programmes, d'activités en France et à l'international qui permettent de mettre en avant nos entreprises pour qu'elles fonctionnent bien au jour le jour, mais également pour qu'elles puissent aller conquérir des marchés à l'extérieur. Et il ne faut pas oublier que le salon du Bourget, c'est le plus gros salon de l'aéronautique du monde. Voilà, et donc on organise tous les 2 ans le salon du Bourget. Donc là, on sort de l'édition 2025. C'est le plus grand salon du monde, comme vous l'avez dit, et il est 2 fois plus gros que le 2e. Oui. Donc on est de très très loin le plus grand salon, et donc c'est un challenge à chaque édition, mais on vient de faire la 55e édition, donc depuis 1909, il n'y a eu que 2 occasions où il n'y a pas eu de salon aéronautique, on va dire, qui maintenant s'appelle Salon du Bourget. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant le Covid. Et donc en 2021, l'édition a été annulée avec beaucoup de tristesse et beaucoup de regrets, mais en 23, on s'est retrouvés ensemble, ça faisait du bien.
Et en 25, en fait, on a fait du business. Donc, en fait, le salon apporte à la fois un rayonnement mondial pour l'industrie aéronautique, mais surtout un rayonnement pour les entreprises françaises, puisque à peu près 40% des exposants au Salon du Bourget sont français. En fait, le GIFAS, c'est un rouage essentiel d'une filière qui est stratégique pour la France parce qu'elle elle est en excédent commercial, porteuse d'innovation, d'emploi. Alors, je pense que nos auditeurs ne le savent pas, mais l'industrie aéronautique et spatiale en France, c'est celle qui rapporte le plus à l'État. On ramène 30 milliards d'euros de balance commerciale positive, comme vous venez de le dire. C'est loin devant le luxe et c'est très loin devant l'agroalimentaire, qui sont les numéro 2 et numéro 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un déficit de 100 milliards d'euros, si l'aéronautique n'existait pas, on aurait 130 milliards d'euros de déficit. Donc c'est quand même tout à fait significatif. C'est 222 000 emplois directs en France, des emplois très qualifiés qui vont du CAP au Bac+8. Donc on reviendra après sur les questions d'ingénieurs, mais et qui est innovante, qui est dans beaucoup de domaines le leader mondial. Et il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de domaines dans lesquels la France est leader mondial. Et donc voilà, donc c'est une pépite française qui a été construite depuis 1910 et le début de l'aviation, mais aussi depuis le général de Gaulle, qui a quand même fait en sorte que la France, elle soit autonome, souveraine sur un certain nombre de sujets, on y reviendra. Et donc voilà, on est très fiers de cet héritage et on essaie de faire comprendre à nos autorités que la conserver, c'est vital pour la France. Voilà. À la différence de l'automobile, dont on sait qu'elle est aujourd'hui dans une situation particulièrement difficile, après avoir été un des leaders mondiaux. Voilà, donc ne faisons pas avec l'aéronautique ce qu'on a fait avec l'automobile. Oui, on a un contre-exemple, là, surtout pas sûr. Voilà. Alors, on va parler de vous un petit peu. Vous, avant d'être délégué général du GIFAS, vous étiez dans l'armée de l'air puisque vous êtes officier général. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née votre passion aéronautique ? Alors moi, j'ai habité en fait à Aix-en-Provence. J'avais un peu moins de 10 ans et puis pas loin d'Aix-en-Provence, il y avait à l'époque des Fougas Magister qui tournaient au-dessus sur des axes de voltige. Et en fait, le Fougas Magister était en alu. Donc en fait, il brillait dans le ciel et puis ça attirait l'œil. Et puis je me suis dit finalement, ça a l'air sympa ce métier-là. Et donc voilà, ma passion pour l'aéronautique est née de voir un peu ces avions évoluer. Dans ma famille, il y a personne qui était militaire avant, personne n'était dans l'aéronautique. Et donc je suis parti tout seul dans cette direction et j'ai passé le concours de l'école de l'air, donc je suis devenu ingénieur aussi, ingénieur de l'école de l'air. Et puis ensuite, j'ai pu être pilote de chasse. Donc c'était mon rêve, donc il s'est réalisé. Et j'ai pu arriver en fait à l'époque sur ce qui se faisait de mieux d'entrée. Le Mirage 2000 à Orange et voilà, et donc j'ai eu aussi l'occasion de faire un échange à l'étranger. Donc 3 ans détaché dans une armée de l'air, en l'occurrence l'armée de l'air canadienne. J'ai pu faire du F-18 au nord de Québec, à Bagotville, Chicoutimi, pour ceux qui identifient sur la carte, c'est-à-dire que c'est là où la route s'arrête, après il y a plus rien. Et donc j'ai fait 3 ans sur F-18, puis je suis revenu commander un escadron sur Mirage 2000. Donc en fait, en tout, j'ai des heures de vol, comme on dit, j'ai un peu plus de 3000 heures de vol à mon actif. Donc, une passion qui s'est concrétisée jusqu'au bout de votre carrière. Exactement. Et moi, je dis, il faut croire en ses rêves. Donc il faut faire ce qu'il faut. Et j'ai eu de la chance d'être apte médicalement, de ne pas avoir d'obstacles particuliers dans ma progression. Et puis, je suis allé jusqu'à commander un escadron. Un escadron, c'est 20 avions, 30 pilotes, 150 mécanos. Et puis, on a fait des opérations en Italie. On a fait des opérations, en Italie pour la Bosnie. On a fait des opérations en Arabie Saoudite pour l'Irak. Donc voilà, on a un petit peu roulé notre bosse. Et puis après, malheureusement, l'armée de l'air de l'époque a arrêté de faire voler les gens un peu plus expérimentés. Donc, j'ai fait mon dernier vol en monoplace en 2008. Et puis, c'est toujours très compliqué. La transition, voilà. Parce qu'on a des sensations qu'on trouve par ailleurs dans un avion de chasse, quoi. Oui.
Ça, c'est sûr. Congratulations, you are in orbit. Great to be here. Thanks, everyone. Alors, vous avez une carrière passionnante. J'invite tous nos auditeurs et auditrices à s'abonner à l'actualité aussi du GIFAS. Hein, c'est important. On en parle très souvent à l'école, mais à Aéro Recrute, le GIFAS sont des plateformes d'information sur les métiers et sur l'actualité. Il y a aussi une newsletter du GIFAS qui permet d'avoir un concentré d'informations sur la semaine. En tout cas, pour s'acculturer au secteur de l'aéronautique, pour préparer le concours pour entrer à l'IPSA, et puis bien comprendre les enjeux économiques ou politiques. Alors ces enjeux, justement, nous allons en parler pendant ce podcast qui va traiter de la compétitivité, de la souveraineté, des perspectives françaises et européennes, parce qu'on ne peut pas considérer l'un sans l'autre aujourd'hui de cette filière qui, on l'a dit, est une filière stratégique. Alors avant d'aborder le sujet, on va peut-être faire un petit état des lieux rapide du secteur aéronautique français et européen face à ses concurrents internationaux. Et ils sont nombreux aujourd'hui. On a l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux. Alors, quelle perspective de la filière aujourd'hui face à la Chine notamment, mais aussi à l'Inde, aux États-Unis? Il y a deux parties. Il y a l'aéronautique et le spatial. Oui. Je vais tout de suite traiter le spatial. C'est le secteur dans lequel, au final, la concurrence est la plus forte. C'est-à-dire que tous les pays souhaitent avoir leur propre base de lancement, leur propre fusée, leur propre satellite. Donc c'est avec un marché américain qui est complètement fermé. Donc en fait le marché concurrentiel, on va dire, est restreint, puisque en France on met à peu près en Europe, on met à peu près 5-6 milliards d'euros pour l'instant par an. Alors, ça va augmenter parce que l'ESA, etc., va toucher plus d'argent. Mais on met 5-6 milliards d'euros par an sur l'espace, là où les États-Unis en mettent 10 fois plus. Mais cette partie-là, elle est fermée. Donc, on se retrouve avec un marché qui est plus petit, avec énormément d'acteurs. Vous avez les Indiens, les Coréens, les Japonais, Pakistan, enfin tout le monde veut maintenant son système spatial, parce que ça apporte un certain nombre une certaine autonomie notamment en matière de satellites d'observation et choses comme ça pour niveau stratégique. Et donc aujourd'hui, nous on avait finalement les deux leaders mondiaux hors États-Unis, qui étaient Airbus Defence and Space et puis Thales Alenia Space, et donc ils ont décidé, vous l'avez vu dans la presse, de tenter de se marier en ajoutant Leonardo pour faire finalement un champion européen qui soit en capacité, en taille, de se battre à l'extérieur, ne pas se battre entre eux. Voilà, la concurrence, la communauté européenne a été construite sur le fait d'avoir une concurrence sur le marché intérieur. Et donc, il faut créer différentes entreprises qui soient concurrentielles sur le marché intérieur. Donc ça, on essaye de changer cette façon de penser, notamment dans le domaine spatial où le marché intérieur est tout petit, et on se retrouvait avec 2-3 concurrents, et finalement, en fait, c'est pas du tout viable. Donc, d'où ce mouvement. Donc, je dirais que le secteur spatial, c'est celui qui est en pleine transformation. Et puis, c'est également un secteur qui regarde vers l'avant avec un besoin, on y reviendra, un besoin en ingénieurs très fort, puisque il y a à la fois des grands groupes qui investissent et qui innovent énormément, et puis évidemment plein de startups qui, on se dit qu'un jour on aura le Elon Musk français, quelque part. Et donc nous au GIFAS, on n'oppose pas les deux, et on essaye de faire en sorte que ces deux mondes se parlent. Et c'est pour ça qu'on a créé un club de startup qui s'appelle Starter au GIFAS, et qui permettent que ces deux mondes se parlent, se rapprochent, et ça marche très bien. Sur l'aéronautique, l'aéronautique civile, on sort d'une crise presque mortelle, qui a été le Covid. Souvenez-vous, le Covid arrive, tout le monde est chez soi, il y a peu de personnes voyagent, la moitié de la flotte mondiale est au sol. Il restait en gros que les avions de fret qui emmenaient les masques à droite et à gauche. Et donc on se retrouve un peu dans une crise où on se dit que on va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Et à l'époque, on disait il faudra 10 ans pour retrouver à peu près le volume de passagers, de fret sauf qu'on l'a fait en 3 ans, quoi. Et donc
Donc il y a eu à la fois des avions qui étaient au sol, mais également des collaborateurs qui ont été mis à la retraite de façon anticipée. Et lorsque tout ça est reparti beaucoup plus vite, en fait, il y a eu un peu un mouvement de panique qui est on doit recruter énormément pour assurer les montées en cadence et puis le développement de nouvelles générations d'avions, puisque en parallèle de ça, de cette crise, il y a évidemment une prise de conscience du fait qu'il faut réduire l'empreinte carbone de l'aviation, et l'aviation est totalement consciente de cette affaire-là, au point où en 2022 à l'OACI, qui est l'organisation mondiale qui gère l'aviation, 193 pays, s'est dit on sera zéro carbone en 2050. Alors pour nos auditeurs, 2050 c'est loin, mais en fait, quand on développe des matériels et qu'on change des générations d'avions, c'est demain, c'est la prochaine génération en fait. Entre un A320 première génération et un A320 Neo aujourd'hui, c'est 25 à 30% de consommation de carburant en moins, donc c'est 25 à 30% de CO2 émis aussi. Entre un Boeing 777 pour faire New York-Paris, c'est 66 tonnes de kérosène. Un A350, qui est la nouvelle génération, c'est 40 tonnes. Donc ça veut dire que il y a un vrai progrès en ce moment, mais que ce progrès, il se fait par des pas qui font 20 ans ou 30 ans. Et donc, c'est pour ça que le 2050, finalement, va se construire à partir de la prochaine génération, dans lequel on aura un besoin immense du génie français et de nos ingénieurs pour la concevoir, pour rester... D'abord pour décarboner et ensuite pour rester leader mondial puisqu'on est aujourd'hui leader mondial, Airbus étant leader sur l'aviation commerciale. Sur l'aviation d'affaires, c'est plus un marché de niche, mais ce qui est un marché, on va dire, à haute valeur ajoutée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a là aussi une vraie concurrence. Il y a un marché américain relativement protecteur avec des concepteurs et des avionneurs là-bas. Et puis nous, on a un marché, on a notre pavillon national qui flotte au-dessus de Dassault et qui est sur un marché, encore une fois, très concurrentiel, puisque c'est les gens qui achètent ce genre d'avion, évidemment, ont le choix et ils ont les moyens en général. Mais en même temps, c'est une aviation qui est très utile parce qu'elle fait marcher l'économie. Les gens qui utilisent ces avions, c'est souvent des businessmen ou women, et donc quand ils viennent à Paris, ils viennent faire des affaires. Et donc le jour où on voit qu'il y a eu des idées et c'est le cas d'ailleurs, de mettre des taxes sur ces vols-là, ils viendront plus à Paris, quoi. Et s'ils viennent plus à Paris, ils font plus d'affaires à Paris. Donc, et ils font plus d'affaires en France, ils iront les faire ailleurs. Donc nous, on défend bien évidemment le fait d'avoir le moins de contraintes possible pour ces vols-là et sachant que évidemment Dassault fait probablement les meilleurs avions d'affaires du monde. Mais voilà, il faut que les conditions autour de ce business soient réunies pour pouvoir prospérer. Ensuite, il y a la partie défense. Donc là, évidemment, le choc, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a un peu réveillé les consciences quand même. Faut savoir qu'il y a encore quelques temps, financer la défense, c'était mal. Et qu'aujourd'hui, n'importe quel citoyen se rend compte qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent Voilà, exactement. Et donc, faire face. Tout le monde se réarme en même temps. Donc la France se réarme, et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais les Européens se réarment, au Moyen-Orient, ils se réarment, en Asie, on se réarme, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une demande qui est extraordinaire. Et donc pour répondre à cette demande, il faut être performant, il faut avoir... être certain de pouvoir livrer dans les temps et donc avoir le matériel au bon niveau pour faire face à une menace, qu'elle soit d'origine, on va dire, de matériel russe ou de matériel chinois. Et donc voilà, donc tout ça, c'est le challenge du GIFAS, c'est de faire en sorte que notre supply chain produise ce qu'il y a de mieux pour faire en sorte que nos produits soient choisis par les clients. Et en fait, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que on semble sorti du Covid. C'est-à-dire que globalement, les PME, les ETI et les grands groupes sont aujourd'hui en forte croissance et assument et assurent la montée en cadence telle qu'elle était prévue. Donc les choses vont plutôt bien.
Ça ne veut pas dire que tout est merveilleux, les choses vont plutôt bien. En revanche, on est un peu inquiet parfois sur les mesures qui sont actuellement en discussion au Parlement en termes d'impact sur la compétitivité des entreprises au sens large. Le coût du travail en France est Oui, élevé. très élevé. Voilà, et donc forcément, un jour ou l'autre, ça va se retrouver dans les prix des matériels qu'on propose, et un jour ou l'autre, d'autres feront moins cher. Et donc aujourd'hui, on compense par la qualité, et le jour où les autres arriveront au même niveau de qualité, à ce moment-là, c'est un peu comme les voitures chinoises. Voilà, vous avez aujourd'hui une qualité quasiment équivalente, voilà, et beaucoup moins cher. Donc, le client, il va plutôt dans cette Dans le direction. moins cher. Oui. Voilà. Donc, les choses vont bien. Et on continue à recruter, on continue à innover, on continue, mais dans un domaine européen et français qui est quand même très, très contraint par des règles, des choses où on essaye toujours de faire mieux que les autres, mais dans lequel ça a un impact quand même sur l'industrie. Oui, est-ce que, justement, dans un pays où, on l'a vu dernièrement là sur une entreprise dans le spatial à Toulouse, où les syndicats bloquent finalement quelque part l'agilité de l'entreprise. Est-ce qu'on va être suffisamment agile, en France pour, conserver, la place qu'on a pendant des années, on a eu cette place de leader, dans le monde. Est-ce que ça, plus le prix du travail en France, est-ce que ce ne sont pas des contraintes trop fortes aujourd'hui pour rester compétitif, à l'échelle mondiale? Alors on a des organisations syndicales qui sont tout à fait conscientes de la valeur de l'aéronautique, en fait, hein, et donc Oui. je dirais, c'est pas la branche dans laquelle il y a le plus de difficultés sociales. En général, les gens sont plutôt bien payés, il y a quand même des perspectives de croissance. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, l'état d'esprit dans l'automobile est bien pire que celui dans l'aéronautique. En revanche, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une situation pérenne. Et donc là, on est leader mondial aujourd'hui aussi parce que les Américains ont eu des problèmes, aussi parce que les Chinois continuent d'apprendre, et ils ont quand même du retard. Mais un jour ou l'autre, je dirais, voilà, ce retard sera comblé. Et donc comment fera-t-on à ce moment-là pour être toujours le leader mondial? On sera le leader mondial parce qu'on a des produits de meilleure qualité à des prix abordables. Je pense qu'une compagnie aérienne qui a confiance dans Airbus une compagnie qui met en œuvre des avions d'affaires et qui a confiance dans Dassault, quelque part, on a un attachement. Les pilotes aiment bien rester dans le même cockpit. Ils ont leurs habitudes. Il y a une philosophie Airbus, il y a une philosophie Boeing dans les cockpits. Et donc, souvent, différente. les pilotes d'Airbus aiment bien rester sur les Airbus. Donc, de toute façon, le lobby des pilotes, qui sont quand même, à la fin, ceux qui utilisent l'avion, globalement, ils souhaitent rester dans la même catégorie. Mais pas à n'importe quel prix. Et donc qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer qu'à un moment ou un autre, ces entreprises décident de délocaliser. Et donc finalement, pour le coup, ça va être le tissu industriel en France qui va s'appauvrir. J'ai des chiffres. En gros, il y avait, il y a 40 ans, 25% du PIB français venait de l'industrie. Aujourd'hui, on est à moins de 10. Et ça continue de descendre. Et on est un pays qui s'est désindustrialisé. Alors, il y a eu des opportunités. On a dit, tiens, on va les produire en Chine, on va les produire en Inde, etc. Je dis pas qu'il faut pas produire en Chine et pas produire en Inde, mais en tout cas, quand il s'agit de fleurons comme l'aéronautique, ce serait quand même dommage que les usines partent dans ces pays-là, tout simplement parce que le coût du travail est 2 fois, 3 fois moins cher. Je pense que nos industriels sont prêts à rester en France jusqu'à un certain point. Donc aujourd'hui, nous, on se bat aussi, GIFAS, collectivement, on représente la communauté aéronautique et spatiale en France, auprès des parlementaires, auprès des autorités et du gouvernement, pour dire arrêtez de tirer sur la corde, parce qu'il y a un moment où la corde, elle va casser, et ces gens-là vont prendre des décisions qui, pour le coup, les engagent pour 10, 15, 20 ans, en allant délocaliser ailleurs. Voilà, donc ce débat, il est en cours. Nos industriels sont
profondément attachés à travailler en France parce que voilà, tout l'héritage depuis 1908, les gens sont attachés à leur territoire, sont attachés à leurs racines, etc. Mais voilà, il y a un moment où il y aura en tout cas des questions là-dessus. Voilà. Pour l'instant, ça va, mais faut pas tout ce qu'impose Bruxelles, sur lequel on surimpose en France des règles qui sont encore plus restrictives. Enfin, il y a un moment, les industriels, ils ont des choix difficiles à faire, mais certains le feront. Station crew, mission control. We're ready for your midday systems update when you are. Copy mission control. Go ahead. Alors même que cette industrie est particulièrement innovante, on a parlé sur la décarbonation et toutes les entreprises sont mises ensemble autour de la table pour essayer de trouver chacune à leur niveau des solutions pour diminuer l'impact de l'aéronautique sur l'environnement, qui n'est pas un impact en plus particulièrement élevé par rapport à d'autres secteurs, hein. Il est finalement très minime. Néanmoins, l'inconscient collectif et certains partis politiques sont extrêmement opposés à l'aéronautique. Comment est-ce qu'on fait face à du dogmatisme finalement, alors que les enjeux sont si importants et que les entreprises aujourd'hui sont tentées d'aller s'installer dans des pays qui les accueillent bien volontiers, qui ne sont pas très éloignés de l'Europe, hein, comme le Maroc par exemple? Je pense qu'il y a un vrai décalage entre le discours et qu'on entend chez certains politiques, effectivement. Alors, peut-être rappeler que l'aéronautique dans le monde, c'est 2,5% des émissions de CO2. C'est beaucoup, beaucoup moins que nos téléphones et que l'IA, hein, quand même, faut le savoir. Oui. Il faut le dire, il faut le rappeler. Voilà. Et en France, c'est un peu plus, c'est un peu moins de 4%. Donc c'est pas non plus, c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus un levier majeur. Mais en tout cas, l'aéronautique va faire le boulot pour réduire son empreinte carbone. Et donc, on a ce plan qui a été validé par l'Union européenne, sur lequel on travaille, et notamment, ça engendre en fait le développement d'une nouvelle génération d'appareils. Donc, il y a le discours qui dit l'aéronautique, c'est pour les riches. Il y a que les gens qui ont de l'argent qui prennent l'avion, etc. Bon, alors c'est complètement faux, hein. Enfin, quand vous voyez le prix des billets dans certaines compagnies low cost, c'est quand même relativement accessible. On dépasse les 5 milliards de passagers dans le monde, et on est au-dessus maintenant des niveaux pré-Covid, qui étaient un peu la référence avant la crise, et donc là on l'a dépassé. Mais de l'autre côté, on voit quand on fait le salon du Bourget que ça fait toujours rêver les gens, en fait. On a des records d'affluence des journées grand public, hein, vendredi, samedi, dimanche, et à chaque édition, on a encore plus de gens qui veulent venir, au point où on arrive d'ailleurs à la saturation du site, au passage. Donc, il y a un décalage, je pense, entre le discours un peu, on va dire, populiste, du genre, on en a marre de ces riches qui volent en avion, et l'autre côté, l'attachement qu'ont les Français à l'aéronautique. Voilà. Quand on discute, on voit que ça fait rêver les petits, ça fait rêver les grands aussi, de voir des avions, que ce soit avions de chasse, il y a un Airbus A350 qui vole au salon du Bourget, tout le monde a le nez en l'air parce que c'est tellement impressionnant, quoi. Et donc nous, on essaye aussi de raccrocher cela, alors sous la forme de communication évidemment, sous la forme de sondage, sous la forme. Et en fait, à chaque fois, le sondage nous confirme que les Français aiment l'aviation et comprennent que c'est un des atouts de la France, c'est l'aéronautique. Donc voilà, il faut pas prendre les Français pour des imbéciles, et ils savent très bien que ça porte le pays. Ça projette une image de la France dans le monde qui est extrêmement positive. Et pour ceux qui sont un peu sortis de nos frontières, on s'en rend compte à chaque fois. C'est-à-dire que l'image de la France à l'extérieur, c'est pas du tout l'image de la France qu'on se projette nous-mêmes. Voilà. Et donc ça, quand vous étendez ça à la fusée Ariane, quand vous étendez ça aux satellites, quand vous étendez ça au Rafale, voilà. Donc il y a vraiment de ce côté-là, je dirais, pas d'inquiétude. C'est juste le discours
J'étais récemment à l'Assemblée et puis je discutais avec une parlementaire et elle me dit, je lui dis voilà, on a besoin pour développer la prochaine génération d'un peu d'argent parce que ça permet en fait d'ancrer la R&D, le recherche et développement en France. Et donc c'est un cofinancement de l'État qui avait été promis par le président de la République juste avant le Salon du Bourget 2023. Et elle me dit, mais attendez, si on donne 70 millions d'euros à l'aéronautique et qu'on donne que 20 millions au plan vélo. Oui, je dis, L'impact n'est pas le même. Vous faites pas du tout la même chose. Ouais. Je veux dire, vous comparez, pour le coup, des choses qui sont pas comparables. Et quand on fait des sondages auprès des jeunes, les jeunes qui parfois, parce que ça fait bien de penser un peu comme tout le monde, disent bah non mais moi je prends pas l'avion, je préfère prendre mon vélo et aller au village d'à côté. En fait, ils adorent voyager les jeunes. Oui. Ils adorent découvrir d'autres cultures, ils adorent et en fait, l'avion vous donne cette liberté. Voilà, qu'on n'a pas forcément en vélo quoi, c'est évident. Et donc il faut de tout. Et nous, on n'oppose pas le train à l'avion, on n'oppose pas la voiture à l'avion, on dit simplement qu'il faut qu'il y ait une offre et que cette offre, finalement, elle réponde aux besoins du public. Voilà, ça c'est le côté un peu produit final, si je puis dire. Hein. Et puis à côté de ça, il y a l'acceptation de l'industrie en France. Alors, tout le monde tape sur l'industrie, puis quand une usine ferme, branche, Oui. bah, tout le monde est à la porte en disant mais c'est scandaleux qu'a fait l'État, etc. Donc encore une fois, on a des ingénieurs, on a des collaborateurs qui sont incroyablement motivés et qui sont vraiment pleinement à ce qui se fait de mieux dans le monde. Mais il faut arrêter aussi le discours politique qui dit que l'industrie c'est pas bien. Il y a eu récemment une campagne de publicité faite par le gouvernement sur les accidents dans l'industrie. Mm. Et ça fait bondir les patrons parce que il y a tellement d'efforts qui sont faits pour éviter les accidents. Alors il y a des accidents, je veux dire, bon, mais il y a tellement d'efforts, on a l'impression que quand on va aller travailler dans l'industrie, en fait, on a de bonnes chances de mourir au travail, ce qui est absolument pas vrai. Donc il faut redorer l'image de l'industrie et nous, on s'occupera de l'industrie aéronautique pour sortir un peu du lot. Mais d'abord, commençons par dire que l'industrie, c'est bien, quoi. Voilà. Et l'industrie, c'est ce qui produit des emplois, c'est ce qui produit de la richesse, c'est ce qui permet d'aller conquérir des marchés à l'export. Et ben, ça, c'est quand même la base de la survie d'un pays, je pense. Oui, c'est sur tout le territoire en plus. Parce Et en que plus, on est partout contrairement sur le à territoire. voilà, contrairement aux sièges sociaux qui vont être concentrés en Île-de-France, l'industrie, elle est par définition elle est nationale, elle couvre tout le territoire. Exactement. Et encore une fois, je le redis, hein, on est en général bien payé dans l'aéronautique. Et surtout, on a une capacité à progresser à des gens qui commencent apprentis et qui finissent patrons d'une PME. Je veux dire, et c'est merveilleux à raconter, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Alors, il faut évidemment, faut s'accrocher, il faut se lever tôt le matin, il faut être au boulot, il faut y croire, mais c'est moi je suis au contact donc parmi nos adhérents, on a 235 PME et c'est des gens mais qui sont absolument incroyables. Absolument incroyables. Ils essayent d'ouvrir d'avoir un pied en Inde, ils essaient d'avoir un pied en Chine, aux États-Unis, au Canada, etc. Mais ils restent français, quoi. Et c'est bien la France qui s'exporte et pas la France qui se délite avec des entreprises qui se retrouvent à la fin à fermer leurs portes parce que le coût du travail est insoutenable, parce que les règles sont insoutenables, etc. Donc Alors, on parlait de rupture technologique, notamment avec la décarbonation. La rupture qu'on est en train de vivre et qui est une vraie lame de fond, c'est l'intelligence artificielle. Elle balaye tout sur son passage, y compris dans l'aéro. On le voit aujourd'hui. Donc, demain, la future bataille, c'est celle des données. On voit deux pays qui sont en train de gagner la partie pour l'instant, la Chine et les États-Unis. Et l'Europe, là-dedans, comment est-ce qu'on a un espoir de conserver justement ce leadership dans l'aéronautique et spatiale si on n'a pas la main mise sur nos données? alors c'est un sujet sur lequel
la Commission européenne s'est penchée, hein, et donc on a un IA Act qui doit sortir dans les mois qui viennent, et c'est pas complètement évident parce que autant en Chine et aux États-Unis, il y a un seul décideur finalement. C'est plus simple de décider tout seul que de décider à 27. Et donc, il y a quand même du travail qui est fait en ce moment en Europe. Il y a eu une prise de conscience aussi du fait que, effectivement, ne pas avoir de solution souveraine pour le cloud et pour nos données était un risque majeur au moment où les attaques cyber se multiplient. Enfin, je veux dire, c'est par millions par jour, quoi. Hein, et alors, il y en a certaines qui ne sont pas très graves, mais d'autres qui le sont plus. Et donc ça, je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Donc, est-ce qu'on progresse, mais il n'est pas trop tard. Ça, c'est sur l'aspect général. Ensuite, il y a l'aspect défense, qui est, on va dire, encore plus important, sur lequel, finalement, on a une solution européenne et on a aussi une solution nationale. Et donc, il faut travailler sur les deux, parce que dans le cadre d'opérations, par exemple, qui se feraient entre Européens sans les États-Unis ou qui ne seraient pas dans le cadre de l'OTAN, eh bien, il faudrait avoir une solution nationale, que ce soit pour la donnée, mais aussi pour la transmission de données. Ce sont des formats particuliers. Aujourd'hui, dans l'aviation de chasse, on est assez dépendant d'un système américain. C'est-à-dire que c'est les Américains qui ont les clés. Donc, le jour où ils refusent de nous donner les clés, ce qui n'est pas arrivé encore, mais le jour où ils refusent de nous donner les clés, on est un petit peu perdu. Donc tout ça, c'est long, c'est lent, mais ça avance quand même. Donc effectivement, il faut prendre en compte cet aspect-là. Et bon, moi j'ai bon espoir, je suis quelqu'un d'optimiste, donc pour que finalement on arrive à se mettre d'accord, mais on part pas tous du même endroit. Autant les Français, on est assez conscients de ce que veut dire le mot souveraineté. Il y a d'autres pays en Europe, enfin, ils ont pas la même notion de ce que c'est la souveraineté, quoi. Et donc, il faut réconcilier un tout petit peu ces avis et faire en sorte qu'on converge vers une solution européenne. On a des industriels qui savent très bien faire ça, et donc il faut juste se dire que on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, pardon de l'expression, mais toutes les données, c'est de l'or en fait aujourd'hui, hein. Donc, si on se fait voler nos données ou si quelqu'un utilise nos données sans nous le dire, finalement, on se retrouve à donner tout ce qu'on a. Donc, et ça, c'est absolument vital de régler ce problème-là. Et pourtant, aujourd'hui, des constellations comme Galileo mettent à disposition du grand public les données spatiales, justement d'observation de la Terre, en espérant que ça serve finalement pour l'environnement. Et aujourd'hui, ces données, elles sont accessibles au grand public. Nous, on les utilise à l'IPSA, les étudiants les utilisent pour justement pour modéliser des choses, mais finalement, vous pouvez être en Chine et les utiliser de la même façon. Alors, je connais pas, il doit y avoir des restrictions quand même. Ne serait-ce que, je dirais, il y a certaines zones sur lesquelles on peut pas regarder, en France compris, hein. Je veux dire, il y Oui, a heureusement. chercher L'île Longue. certains sites, par exemple comme l'île Longue, oui, normalement, si tout va bien, c'est flouté. Donc, moi, je trouve que c'est bien que ce soit accessible parce que ça démocratise, même si les gens pas toujours conscience de ce qu'il y a derrière, en fait, derrière l'image ou derrière la donnée. Mais c'est bien que ça se démocratise. Après, effectivement, il y a, nous, on a, en tout cas en France, un organisme qui s'appelle le SGDSN, hein, qui gère absolument, enfin, le secrétaire général de la Défense et le secrétaire national, qui gère toutes ces restrictions. Et ces restrictions, elles sont raisonnables. Après, que des Chinois s'en servent, bon, finalement, pourquoi pas, je dirais, à partir du moment où on a la donnée, elle n'a pas quelque chose de stratégique. Si c'est Galiléo, c'est du positionnement. Bon, c'est pas non plus. Voilà, on l'a avec le GPS, on l'a avec Galiléo. Bon, moi je suis pas très inquiet là-dessus. C'est plus nos données industrielles. Hein. On a un énorme effort en ce moment sur la cybersécurité dans nos entreprises.
dans toute la supply chain, puisque le point faible, c'est peut-être l'entreprise de rang 5 qui va tout arrêter parce qu'elle a subi une attaque cyber et Ça bloque toute la chaîne. ça bloque tout ce qu'il y a au-dessus. Hein. Donc voilà, et puis ensuite il y a les données d'observation. Les satellites militaires en général voient des choses beaucoup plus petites que les satellites civils. Voilà. Voilà, donc ça c'est bien protégé pour le coup. Crew, prepare for deorbit burn sequence. Copy. Preparing deorbit procedures. En France, on a eu de la chance de, justement, vous en parliez tout à l'heure, de savoir ce que c'était que la souveraineté, mais parce qu'il y a 60 ans, on a une impulsion, ce qui nous a permis d'être troisième puissance spatiale. Sinon, si on n'avait pas eu cette impulsion de justement, cette volonté d'être souverain, on n'aurait jamais envoyé Astérix avec Diamant. C'est vrai. On a fêté cet anniversaire à l'IPSA le 26 novembre comme il se doit. Est-ce que finalement on peut encore être souverain aujourd'hui en 2026? Je pense qu'il est. On pourrait être souverain sur quasiment tout. Alors quasiment. Ça aurait un prix exorbitant en fait. Donc le choix qui est fait et qui est pas un choix simple à faire, c'est jusqu'où on est souverain et jusqu'où on partage cette souveraineté et avec qui. On voit bien qu'il y a un sujet France-Europe aujourd'hui. Oui. Et donc globalement, il y a des sujets, par exemple, tout ce qui est nucléaire, sur lequel on est 100% souverain et c'est non partageable. Après, il y a des sujets sur lesquels, moi, personnellement, je pense qu'on peut partager avec des Européens qui sont des alliés. De toute façon, je veux dire, enfin, on a construit tellement de choses ensemble que... Donc, qu'on dépende d'un Allemand ou d'un Italien ou d'un Espagnol, moi, ça me choque pas, à partir du moment où ça touche pas le cœur du cœur, qui est aujourd'hui, finalement, sur quoi repose la garantie... l'assurance vie de la nation, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du nucléaire. Alors, c'est aussi le nucléaire civil, etc. Donc ça, c'est vraiment le choix du politique de fixer cette ligne. Après, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas du tout souverain. Par exemple, les terres rares. Par exemple, les semi-conducteurs. Et donc là, on est obligé finalement d'aller faire appel au marché. Donc le marché des terres rares, c'est surtout la Chine. Et on voit bien que quand ils se chamaillent avec les États-Unis, finalement, ils ont des accords entre eux. Et puis nous, on est un peu un dommage collatéral de cette affaire-là, où s'il y a des taxes ou des contraintes qui augmentent, finalement, nous, on maîtrise peu. Donc je pense que là, pour le coup... Quand on dit terres rares, c'est plutôt le traitement des terres rares que la ressource elle-même. Hein. La ressource elle-même, elle est en Australie, elle est dans des pays qui sont plutôt alliés. Mais par contre, l'endroit où c'est traité de manière à ce que ce soit utilisable par l'industrie, aujourd'hui, c'est plutôt en Chine. Et donc, comment se défaire de ça ? Ça veut dire qu'il faut réouvrir des usines. Alors, est-ce que c'est en France ? Est-ce que c'est en Europe ? Pour le coup, je pense qu'on peut se poser la question légitimement pour pas être 100% autonome, mais en tout cas pour avoir une certaine autonomie et donc un certain niveau de souveraineté. Les semi-conducteurs, c'est pareil. Hein, aujourd'hui, c'est Taïwan ou les États-Unis. Donc, si jamais il y a une guerre en mer de Chine du Sud, comment fait-on ? Il est probable que la source taïwanaise se tarisse relativement vite. Et donc, et on a parfaitement les moyens en Europe, même en France, d'avoir des usines de semi-conducteurs. Sauf que ce sont des éléments qui sont tellement bon marché que finalement, ce serait celui qui ouvre une usine de semi-conducteurs en Europe, il est sûr de perdre de l'argent. Mais pourquoi pas perdre de l'argent sur quelque chose qui est aussi stratégique en fait. Et donc ça, c'est clairement, à mon avis, des choses sur lesquelles la Commission européenne devrait se pencher, c'est-à-dire parfois financer à perte des choses sur lesquelles on est capable d'être beaucoup plus autonome. Et puis tant pis, si ça coûte un peu d'argent chaque année, c'est pas très grave. Même si le marché européen, 450 millions de consommateurs, doit pouvoir suffire à créer un marché intérieur du semi-conducteur ou un marché intérieur des terres rares. Qui permet de... Voilà. Et en fait, on n'a jamais franchi ce pas pour ce genre de choses sur lequel, pour le coup, on est vraiment dépendant.
Voilà. Et ça, ce sont des choses matérielles. Après, il y a la partie immatérielle, je veux dire la furtivité, la propulsion hypersonique et des choses comme ça, sur lequel, là, je pense qu'on est en France au bon niveau. Voilà. Mais on l'a gardé parce qu'on est souverain là-dessus. D'autres pays en Europe dépendent, des États-Unis, par exemple, pour, ce genre de choses, quoi. Ouais, on a un petit peu une exception quand même en Europe. Ah, on est vraiment une exception. C'est pour ça que dans les discussions que l'on a avec les Européens, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on part pas du même endroit, quoi. Et la notion de souveraineté en France, elle repose sur, Général de Gaulle, création du CEA, de la DGA et ces choses qui ont été mises en place, vraiment, je crois que le CEA a été créé, en 1945. Donc je dirais, c'est vraiment, la vision du général de Gaulle de dire: «On a si on veut être indépendant, il faut qu'on développe ça» et donc il a créé les outils et on voit qu'on est vraiment dans l'héritage de ça. Donc je pense qu'il faut un peu de courage et de se dire que alors il y a des choses qu'on doit faire en franco-français et il y a des choses qu'on doit faire avec les Européens et quand on fait quelque chose avec les Européens, finalement, à mon avis, la bonne question à se poser, c'est: «Qu'est-ce que je gagne à long terme et qu'est-ce que j'accepte de perdre à court terme?» C'est-à-dire, comme on est un peu plus développé en matière industrielle que aéronautique et spatiale que certains autres pays dans lesquels on souhaite coopérer, bah, c'est finalement, est-ce que je dois donner ou pas? Et par contre, est-ce que si je le fais, je peux survivre? Si je le fais pas, je risque de mourir dans 20 ans. En fait, c'est ça, c'est vraiment la contrainte entre les abandons de court terme et les gains de long terme, quoi. Et ça, bon, ça, c'est de la Mais grande stratégie, ça. voilà, mais est-ce qu'on peut faire, on peut prendre ces décisions-là quand on est, chef d'entreprise quelque part et qu'on peut se projeter, bah, surtout dans l'aéro, on va se projeter sur des projets, sur 15-20 ans. Le problème de la politique est souvent, bah, c'est qu'en fait, ils sont là pour 5 ans ou Ouais. pour des temps limités et dans des cycles très courts finalement d'élections. On le voit avec une tendance à prendre des décisions de court terme au détriment, des sacrifices qu'il faudrait faire pour, s'assurer, d'une souveraineté sur le long terme. C'est tout le débat. Mais je pense que, enfin, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, je suis pas sûr que le général de Gaulle envisageait, de faire, tout ce qu'il a fait. Par contre, il savait que c'était, vital pour le pays. Alors aujourd'hui, la question est et le courage que doit avoir, parce que je pense que il y a pas que l'industrie qui prend ce choix, en fait, hein. C'est vraiment C'est un notamment en mindset. France, c'est Mmh. État-industrie Mmh. et c'est ce dialogue, c'est les priorités, c'est effectivement au-delà de 5 ans, forcément. Je veux dire, on a des cycles très longs de développement, mais on doit avoir cette vision qui dépasse, l'horizon, politique et c'est comme ça que, on arrive à faire des choix, qui sont dimensionnants, vraiment. Alors on va redescendre, au niveau de l'IPSA parce qu'on a pris, beaucoup de hauteur comme dans l'aéro. À l'IPSA, on a des ingénieurs, des experts, des bachelors, des ingénieurs d'affaires. Quels conseils vous pouvez donner à un jeune aujourd'hui qui veut aller dans l'aéronautique? Un jeune qui va dans l'aéronautique, il a devant lui, un moment, incroyable. C'est-à-dire on est en train de changer, de génération quasiment dans tous les domaines. Je veux dire, donc le spatial, c'est, l'exploration, on va retourner sur la Lune, on va peut-être aller sur Mars. Enfin, je veux dire, il y a une C'est extrêmement enthousiasmant, hein. exactement et ça fait vraiment rêver. Hem Et en même temps, on est, dans une logique aussi de décarbonation, hein, y compris, sur la partie, spatiale, hein. Donc là, je dirais qu'il y a besoin d'avoir, les bons cerveaux au bon endroit pour pouvoir, créer cette, prochaine génération. On sait qu'on dépend de plus en plus de l'espace, donc de toute façon, ça va pas s'arrêter demain. Je veux dire, téléphone portable, système, Dans nos voitures, navigation, partout, on a partout. besoin du Voilà, spatial. on le sait pas, mais il y a Ouais. du spatial partout, hein, Mmh. donc ça, c'est, je pense, très, très enthousiasmant et là aussi, la France, elle est vraiment bien positionnée.
Dans l'aéronautique civile, on commence à travailler sur le successeur de l'Airbus A320, qui est un avion qui est aujourd'hui le plus vendu au monde et celui à le plus d'avions qui volent. Donc, on est à plus de 13 000, je crois, avions qui volent, et il y en a encore 5 ou 6 000 qui sont en commande. Mais par contre, pour rester à ce niveau-là, il faut qu'on développe l'avion de la génération future qui volera dans moins de 10 ans maintenant. Donc là, les ingénieurs qui arrivent là, c'est un moment incroyable où on va réinventer l'aviation, mais en tout cas, on va vraiment passer un step en termes de décarbonation, de consommation, d'hybridation. Et puis ensuite, il y a l'hydrogène qui arrive derrière. Hein. Donc là, même si l'hydrogène a été un peu décalé à droite pour des histoires financières, mais aussi d'accessibilité de l'hydrogène, hein, eh bien là, il y a tout un boulevard, je dirais, pour inventer, pour le coup, une aviation complètement décarbonée à base d'hydrogène vert ou d'hydrogène bleu. Bon, voilà. Donc ça, c'est dans 20 ans. Voilà. Donc il y a une étape dans 10 ans, une étape dans 20 ans, ce qui laisse, je pense, aux jeunes ingénieurs vraiment des perspectives absolument incroyables de changer le monde. Hein. Bon, voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis dans la partie militaire, il y a 10 ans, je vous dirais, bon, ok, on n'est quand même pas les dividendes de la paix qu'on traîne depuis les années 90. Bon. Là, on est dans autre chose. Alors, c'est peut-être un tout petit peu anxiogène, mais en fait, on a quand même besoin d'avoir des avions, des missiles, des équipements qui vont être à la pointe de la pointe, parce qu'on en aura de moins en moins. Par contre, ils seront de plus en plus sophistiqués parce que la menace en face est de plus en plus sophistiquée. Donc, d'une part, et puis de l'autre côté, il y a les drones, la dronisation du champ de bataille qui, là aussi, ouvre des perspectives de créativité, on va dire, qui sont importantes. Et puis, moi, je le dis à chaque fois, mais on peut très bien servir son pays autrement qu'en étant sous les drapeaux et militaires. On peut servir son pays en allant dans l'industrie de défense. Et parce que on voit bien qu'aujourd'hui, si on n'est pas fort en défense, en fait, on compte pas. Et si le jour où on compte plus, c'est fini, quoi. Je veux dire, enfin, vous êtes faible, et quand vous êtes faible, ça attire les envies, quoi. Donc voilà, pour les élèves ingénieurs ou ceux qui envisagent de venir dans la filière aéronautique spatiale, aujourd'hui, il y a plein de métiers, plein de secteurs. On cherche des ingénieurs dans la production, dans la qualité, dans le management. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment dans l'IA, évidemment. Hein, on en a parlé tout à l'heure. L'introduction de l'IA sur les chaînes de production, dans les cockpits, etc. Donc voilà. Donc ça. C'est un moment absolument incroyable pour ceux qui voudraient rejoindre la filière aéronautique et spatiale. On le voit dans les enquêtes d'insertion des étudiants, c'est extrêmement dynamique. On le voit aussi dans leur progression de poste et même salariale. Donc, il y a l'intérêt du poste, mais il y a aussi l'industrie de l'autre côté qui répond. Et quelles sont les compétences selon vous? Peut-être c'est des compétences plus soft skills ou des compétences transversales qu'il faut absolument avoir pour bien évoluer dans ce secteur, dans cette filière qui quand même reste une filière d'excellence et qui a cette aura-là, en fait, d'excellence presque même pour certains étudiants et qui ne sont pas issus de familles de l'aéronautique et du spatial. La question la plus importante, c'est comment est-ce que je fais pour décrocher un stage dans cette entreprise qui me fait rêver alors que je connais personne qui est dans l'aéronautique et spatiale? C'est quoi le bon mindset, finalement, pour décrocher le stage, l'emploi et y rester? Il faut être tenace. Ouais. Donc nous, au GIFAS, vous l'avez dit tout à l'heure, on met en place un portail qui s'appelle l'Aéro-Recrute, hein, dans lequel qu'on va développer pour en fait un job board également, donc ce qui va permettre d'aller peut-être trouver des stages et des emplois directement. Il faut oser se déplacer, il faut aller faut contacter sur LinkedIn, il faut éventuellement aller taper à la porte des usines, parce que on recrute à peu près
5000 personnes par an en ce moment dans la filière. Donc, il y a pas beaucoup d'industries en fait qui Non. recrutent autant, dont 6000 alternants. On a des inquiétudes aujourd'hui là sur l'attitude du gouvernement vis-à-vis de l'alternance, alors que ça marche, c'est absolument incroyable. Même des ingénieurs alternants, hein, il y a des Oui, on a voilà. développé une filière en Exactement. apprentissage à Et l'école. ça, les entreprises en sont friands parce que finalement, à la fois, c'est une découverte de l'industrie, c'est une découverte de la filière, et puis souvent, les jeunes sont enthousiastes et restent. Il faut être travailleur, il faut être capable de travailler en équipe, hein. C'est vraiment des choses sur lesquelles aujourd'hui on se rend compte que finalement l'intelligence collective, elle est quand même beaucoup plus puissante que l'ingénieur tout seul dans son coin qui fait ses affaires. Et donc ça, voilà. Et nous on a un sujet, et surtout ne pas oublier d'en parler, ce sont les femmes évidemment, quoi. Et aujourd'hui les femmes sont sous-représentées dans l'industrie. Après, on est à 26-27% de femmes dans l'industrie aéronautique, et c'est encore pire, si je puis dire, du côté des ingénieurs. On a à peu près 18% de femmes ingénieurs dans l'aéronautique, et donc on a besoin de femmes dans l'aéro. Et on a créé au GIFAS le prix de la femme de l'aéro et du spatial, où on a mis on a eu 220 candidates cette année, qui était la première, hein, donc on espère dans 2 ans en avoir plus, et des femmes qui ont des parcours absolument incroyables, quoi. Et donc on a besoin de tout le monde. Les femmes représentent la moitié du vivier de recrutement. Donc bon, alors c'est sûr que c'est pas au lycée, c'est un peu tard au lycée pour que ça. C'est trop tard, Voilà, oui. c'est trop tard. Et donc nous on fait un effort vers le collège, mais voire même vers l'école primaire en fait. Oui, Et à l'école, des étudiants qui vont sensibiliser des très jeunes en fait dans les écoles primaires. C'est une mission qu'on doit tous avoir, tous les scientifiques, on devrait avoir cette mission Ouais. d'être tournés vers La jeune fille, ouais. voilà, vers même les jeunes garçons aussi, parce Oui, oui, que bien sûr. Ouais. alors c'est vrai que là, depuis la réforme du lycée, on note moins 30% de femmes qui ont choisi maths physique en terminale. Donc aujourd'hui, à l'école, on est à 24% de femmes, mais on s'attend fatalement à une baisse en fait d'attractivité, ce qui va à l'encontre des demandes de l'industrie, Ouais. ce qui va à l'encontre des besoins de la France. Mais on doit faire aussi avec la population, le vivier que nous livre L'éducation nationale. l'éducation nationale. Et donc on réfléchit justement à comment est-ce qu'on peut amener des jeunes femmes et des jeunes hommes aussi, parce qu'eux aussi ils se trompent parfois d'orientation. Ils sont plus tentés de choisir maths physique, mais quand même on a des jeunes garçons aussi qui ont aussi un syndrome de l'imposteur et qui vont choisir d'autres filières qui sont plus simples. Et comment est-ce qu'on ramène des jeunes qui n'ont pas fait de maths ou qui n'ont pas fait de physique à cet âge-là, qui est un âge déterminant pour la construction d'un cerveau scientifique? Comment est-ce qu'on les amène à maîtriser ces compétences et à en faire des ingénieurs in fine? Voilà, c'est pas une question très simple, surtout que en parallèle, il y a toute la culture aéronautique et spatiale aussi à distiller en plus, alors qui peut être un vrai moteur, mais qu'il faut surajouter aux compétences. Et là-dessus, il y a un vrai rôle des parents. C'est-à-dire que c'est aussi les parents qui soit soutiennent les jeunes femmes ou les jeunes de manière générale à aller plutôt vers des matières scientifiques et ensuite vers l'aéronautique. Et il y en a d'autres qui dissuadent. Et donc il faut aller chercher les enfants, mais il faut chercher les parents aussi, je pense. Oui. Et puis il faut aller chercher les enseignants aussi. Et les enseignants, ouais. Voilà, parfois au L'image de primaire, l'industrie au sens voilà. large. Voilà, dans le corps enseignant, aujourd'hui, je suis pas complètement certain qu'elle soit bonne, quoi. Non, parce que en fait, très souvent, ce sont des gens qui sont sortis de l'université, qui ont fait une formation d'enseignant, ils sont partis et c'est un métier qui est magnifique, mais aller un petit peu dans l'entreprise aussi, voir ce que c'est, ça permet de mieux en parler et de projeter des images positives. C'est la raison pour laquelle on fait le festival IPSER tous les ans sur tous les campus de l'école. On ouvre au grand public pendant 3 jours, on fait venir des simulateurs parce que c'est par le vol, c'est par le jeu
qu'on amène, on va même faire venir cette année un planétarium et d'ouvrir l'école aux plus petits pour leur montrer tout ce qu'on peut faire, voilà, les drones, les simulateurs de vol, l'espace, en espérant comme ça les attirer vers les sciences et in fine vers l'aéronautique et spatiale, peut-être dans 10 ans. Ouais, Voilà. non, bien sûr. Et Il que faut... je pense toutes les initiatives en fait, qui vont dans ce sens-là, en tout cas permettent, C'est un gros effort au Salon du Bourget, hein, Oui. attirer. On a eu 6000 collégiens qui sont venus. Mmh. Donc là, il faut que, évidemment, pour le coup, là, des écoles soient proactives, les professeurs aient envie de venir, et donc voilà, ils viennent passer une journée sur le salon et ils sont Faire l'avion des métiers. Voilà, exactement. Mais pas que aussi, effectivement, le produit fini, c'est-à-dire un gros avion ou un hélicoptère, et là, on se dit que voilà, on voit les yeux qui brillent, et ça peut créer des vocations. Bah oui, quand ils voient passer le Rafale, c'est sûr. Voilà, c'est ça, exactement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage général du temps que vous nous avez consacré. J'espère que ce podcast aura permis de mieux comprendre les enjeux économiques et politiques autour de l'aéronautique et du spatial, et on voit que rien n'est simple. Ce sont des enjeux de souveraineté française, européenne, et chaque passionné qui intègre le secteur aura un rôle à jouer. Encore une fois, merci au général Frédéric Parisot, délégué général du GIFAS, pour ce témoignage dans le podcast The Cockpit by IPSA, qui est diffusé sur toutes les plateformes de diffusion, YouTube, Deezer, Spotify, pour n'en citer que 3. N'hésitez pas à vous abonner à nos contenus, à nous faire vos retours sur les réseaux. The Cockpit revient très prochainement avec d'autres invités d'exception pour à chaque épisode partager le décollage avec notre invité vers une thématique de fond qui anime le secteur aéronautique et spatial. Merci Général. Merci beaucoup. Expect touchdown in 30 seconds. Descent rate remains nominal. Copy, standing by for touchdown. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cockpit by IPSA. J'espère qu'il vous a inspiré et donné envie d'en savoir plus sur le secteur de l'aéronautique et du spatial. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle. Et en attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui imaginent, conçoivent et construisent avec enthousiasme le monde de demain. Touchdown. The spacecraft has landed safely. Touchdown confirmed. Vehicle is stable. Copy that. Welcome home.